Oui, moi aussi, mais le rapport est direct. Et bon, alors donc ça va aller. Bon, eh Ok. bien, bonjour tout le monde. Ça y est, nous sommes là, 18h03. Bonjour tout le monde. Bonjour Corinne, merci d'être là avec nous ce soir, aujourd'hui, pour parler avec moi, en fait, de choses fort intéressantes qui sont dans ton domaine d'activité, ta grande spécialité, qui est le domaine de la communication non verbale. Alors, je vais te laisser te présenter, mais je vais expliquer pourquoi tu es là, en fait, par rapport à ma fonction, en fait, en tant qu'animatrice et formatrice de cercle de parole de femmes. En fait, nous sommes là toutes les deux ce matin ou cet après-midi parce que c'est très important de pouvoir connecter les non-dits dans les cercles de parole, les gestes, les, les communications silencieuses, de pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que on est en train de perdre le cercle en tant qu'animatrice ou est-ce qu'on est en train de naviguer à vue et puis de pas trop savoir ce qui se passe. Les gestes inconscients, par exemple, moi je vais vous raconter une anecdote et j'ai eu à vivre un geste inconscient en tant qu'animatrice qui était très intéressant. J'animais un cercle et à la fin du cercle, il y a une des 6 ou 7 personnes qui étaient là qui est partie avec la paire de chaussures de l'autre personne, d'une autre femme. Et au moment de mettre ses chaussures, donc la propriétaire des chaussures qui n'avait plus ses chaussures, elle a pas vu ses chaussures. Et donc ça a été un drame pour elle parce que elle a considéré qu'on lui avait volé ses chaussures. Et donc ça s'est passé bon an mal an comme ça en fait. C'était à la fin, donc il était 11h du soir. Et elles ont essayé de se retrouver pour échanger leurs chaussures. Ça n'a pas marché. Elles se sont ratées, le rendez-vous n'a pas fonctionné. Donc le cercle d'après, il y avait une grosse tension en fait entre les femmes, entre celles qui avaient soutenu, celles qui étaient parties avec les chaussures en disant que c'était pas très grave, celles qui étaient pour celles dont on avait pris les chaussures. Et donc il y avait quelque chose, il y avait une tension. Et moi, cette tension, je ne suis pas une spécialiste de communication non verbale comme toi, Corinne, mais j'ai choisi d'utiliser un conte, le conte de la petite fille aux allumettes. Donc la petite fille aux allumettes, en fait, l'histoire, elle donne ses chaussures pour pouvoir danser et elle donne ses chaussures pour pouvoir manger, alors que ses chaussures lui permettaient de danser et elle ne peut plus danser et donc elle meurt de faim. Voilà, donc j'ai travaillé sur la symbolique de ce conte pendant un cercle, ce qui était, comme on a dit ce matin, absolument pas prévu dans mon déroulé de programmation, mais c'est ce que j'ai fait. Et ça a été une très belle mise en place de choses. Mais en fait, c'est vrai que tu vas nous dire aujourd'hui des choses encore plus importantes et plus intéressantes que ce que moi je peux transmettre dans mes animations. Donc c'est pour ça que tu es là. Donc j'ai pris beaucoup la parole et je ne savais pas que j'allais dire cet exemple sur les chaussures, mais bon, c'était pas prévu. Mais il est venu comme ça dans mon cœur, dans ma tête, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et donc, Corinne, je vais te laisser te présenter à notre public de ce soir. Merci beaucoup. Merci Johanna. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Corinne Novak, je suis experte en intelligence émotionnelle et de mon domaine d'expertise, c'est effectivement la communication non verbale avec une petite niche encore parce que c'est encore plus précis que juste la communication non verbale. En fait, je travaille sur le langage non verbal. Alors, en première partie du visage, de la mimique, parce que c'est le visage qui est la scène de nos émotions. Donc, en fait, j'arrive à décoder les émotions sur le visage et comprendre les comportements émotionnels. Il n'y a pas que ça. Il y a après, bien sûr, tout le langage non verbal qui va venir confirmer ce qu'on va voir sur le visage. Donc, pour retenir, dans ce domaine-là, c'est vraiment comment reconnaître les émotions chez mon interlocuteur et aller en interaction avec les émotions de mon interlocuteur. Voilà, donc c'est une petite niche, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'on peut pas simplement juste parler de mimique et pas prendre les informations sur le reste de l'ensemble du corps.
Mais après, quand on parle d'émotions, on peut difficilement reconnaître les émotions en regardant la position des pieds. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez savoir comment une personne se sent, et ça va donner peut-être du sens dans ce qu'on va échanger ce soir, Johanna. Si on veut voir comment une personne se sent, voir des objections non verbales, voir des comportements de retrait, etc., eh bien, il va falloir déjà regarder sur la mimique, parce que le visage va nous montrer des choses, et après, il faudra éveiller, on va dire, son niveau de conscience au corps, et là, le corps pourra confirmer d'autres choses. Voilà. Mais c'est une science qui est compliquée. Voilà, petite présentation, parce que sinon, ma présentation peut durer beaucoup plus longtemps, tu sais. Et alors moi, il y a une question qui me vient, et ça m'est arrivé dans des cercles quand j'animais. Et comme moi, je suis une communicative et qu'on voit tout sur mon visage, en fait, quand j'ai un miroir en face de moi qui n'est pas mon miroir, mais qui est au contraire quelqu'un qui montre rien, en fait, moi, en tant qu'animatrice, c'était plus challengeant que si j'avais quelqu'un qui exprimait. Et donc, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Parce qu'en fait, il y a des femmes qui sont timides, qui ne sont pas forcément contre quelque chose, mais qui sont timides ou qui ne s'expriment pas et puis qui sont un visage complètement fermé, placide. Il n'y a rien qui transpire. Tu as un conseil à me donner et à nous donner sur cette chose-là qui se passe en fait? Comment faire pour rentrer à l'intérieur et communiquer en fait avec cette personne? Alors il y a plusieurs choses parce que tu vois, ça va. Il y a soit tu vas entrer en communication directe avec cette personne devant le groupe. Ça peut être compliqué s'il y a le groupe, d'accord? Parce que si c'est une personne qui est plutôt introvertie et timide, et que tu entres en communication directe avec elle devant le groupe, elle risque de pas répondre ou de se sentir attaquée parce que justement tu vas en communication directe. Ou alors tu peux, si tu vois que c'est quelqu'un d'introverti, parce que tu prends un petit peu tu prends la température un petit peu, tu peux peut-être après le groupe ou pendant une phase de pause aller la voir, tu vois, dans un espace où vous êtes que toutes les deux. Et là, tu peux entrer dans l'échange en lui disant, écoute, j'ai l'impression que, alors pas j'ai l'impression que tu es renfermée, mais de dire, est-ce que ce que je partage, ça résonne avec toi? Est-ce que tu as besoin peut-être est-ce que tu te sens à l'aise dans le groupe? Tu vois, aller plutôt sur chercher ses besoins à elle ou aller découvrir son monde en fait. Parce que tu as des gens qui sont introvertis et qui n'arrivent pas à prendre la parole. Tu sais que la prise de parole en public, j'allais dire même dans un petit cercle, c'est une des premières peurs après la mort. Les gens ont peur de parler devant les gens parce qu'en fait, deuxième peur après la mort. Deuxième peur après la mort. Si tu tapes le mot prise de parole en public sur Google, tu peux voir qu'il y a des. C'est pour ça que le coaching sur la prise de parole en public marche du feu de Dieu, parce que les gens ont peur de parler en public. Tu vois, quand tu te mets en avant en public, eh ben tu es la cible de toutes les attaques. Donc c'est comme si tu te mettais à nu devant les gens. Donc tu peux avoir aussi même dans des cercles de parole de femmes, des femmes qui ont peur de parler devant les autres. Tu vois, et là tu peux aller donner soit en communication directe avec la personne, dire écoute, j'ai l'impression que tu es timide par exemple, tu vois, ou que tu as besoin de temps pour échanger. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour te mettre à l'aise par exemple? Et là tu entames la discussion. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi, c'est dans les cercles de parole, utiliser en fait ton langage non verbal. Donc tu peux avec tes mimiques et ton corps donner une posture qui est avenante et qui va ouvrir vers le côté chaleureux et cocooning. D'accord. Notamment, une des choses qui marche très très bien, c'est sourire. Tu regardes la personne et tu lui souris. Et tu peux garder le contact, tu vois, un petit peu plus longtemps que juste quelques secondes pour montrer en fait, je te vois. Tu vois.
Et à ce moment-là, en souriant, il ne faut pas que ce soit du fake, il faut que ça vienne quand même du cœur, tu vois. Si c'est du faux, on sent que c'est dissonant. Bien Par sûr. contre, tu regardes la personne et tu lui dis je te vois, et tu peux l'inviter, faire un geste d'appel et D'accord. l'inviter, est-ce que tu as envie de prendre la parole? Et si jamais elle dit non, tu peux dire ok, toujours avec le sourire, c'est ok quand tu seras prête, par exemple, tu vois. Y aller vraiment petit à petit. C'est vrai que quand on a quelqu'un qui est totalement impassible devant nous, ça dérange. C'est beaucoup plus compliqué que si tu as quelqu'un qui est en colère ou qui est triste ou qui montre des émotions que quelqu'un qui ne montre rien. D'ailleurs, il y a une super vidéo sur YouTube qui tourne là-dessus. Je sais plus malheureusement le nom. C'est une étude qui avait été faite pour montrer justement que l'absence en fait de communication peut rendre la personne en face de toi complètement désarmée. Oui. C'est une vidéo d'une maman, tu sais, qui est en face de son bébé et qui lui sourit, et tout d'un coup, elle arrête de sourire et elle reste comme ça. Et là, tu vois le bébé qui commence à faire absolument toutes les mimiques du monde. Il fait le singe, il fait plein de choses Ouais, pour ouais. attirer l'attention de sa maman. Et elle ne bouge toujours pas, elle reste de marbre. Et la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il se met à pleurer. C'est terrible. Oui. Donc tu vois, l'absence en fait de mimique, de communication. Après, je dis pas pourquoi. Tu as des gens qui ne communiquent pas et qui sont impassibles pour se protéger. Certes. Justement, l'absence de communication et de mimique, littéralement, provoque un stress chez l'interlocuteur. Mm. C'est tout le monde. Oui, mais c'est très. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que dans les retours que j'ai pour des femmes qui ont voulu, quand j'animais des cercles de parole, ou qui veulent animer, quand elles veulent aller dans un cercle, en fait, la question qui revient dans les 5 premières questions, c'est: est-ce que je suis obligée de parler? Et ma réponse est: bah non, parce que le silence est intéressant, mais il y a un moment donné où tu te sentiras OK pour parler. À ce moment-là, tu parleras, mais tu n'es pas obligé de parler. Déjà, par la présence de ton corps, tu es déjà là. Et c'est ça Oui. j'ai fait un live là-dessus, sur la transmission des émotions, comment gérer les émotions dans un cercle. Eh bien, déjà, en donnant la sécurité. Mais je ne veux pas trop aller loin par rapport à ça. Mais le fait d'être là, en fait, c'est déjà le fait d'être en communication avec l'autre. Et ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Alors, rien que le fait, ce que tu dis, effectivement, si la personne avait pas envie de venir, elle ne viendrait pas. Je pense que c'est très rassurant de savoir que tu n'es pas obligé de parler. Tu as des personnes qui ont besoin de d'abord observer, écouter, qui ne parlent peut-être pas avec des mots, mais qui vont parler avec leur corps. Tu vois, qui vont parler avec ça, leur corps. Tu as des personnes qui vont simplement se mettre là dans la chaise et puis écouter, se mettre à l'aise et écouter. Tu vois, le mythe des bras croisés, comme ça, qui dit que tu es contre ce qui est en train de se dire, c'est faux, c'est complètement faux. Tu peux très bien mettre tes bras croisés parce que tu es à l'aise et que tu écoutes. D'accord? Donc, D'accord. Donc ça, c'est il faut faire intéressant. attention aux mythes. Il faut faire attention aux mythes. Tu peux avoir, bien sûr, tu sais, tu me parlais tout à l'heure aussi des objections. Tu peux avoir quelqu'un qui est dans l'objection et qui va croiser les bras, mais il y aura d'autres signaux, par exemple, qui vont se rajouter à ça. C'est pour ça qu'on peut pas juste regarder juste un signal et se dire ah là les bras croisés, elle est pas d'accord. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Pour que ce soit peut-être plus facile à comprendre, même si quelqu'un est juste là et ne parle pas, la personne donnera des signaux non verbaux, parce que à partir du moment où on se sent impliqué dans un sujet, on a des émotions qui sont là. Ça peut pas être autrement. Les émotions font partie de notre vie, régissent
la manière dont on se comporte. On a une vraie team émotionnelle à l'intérieur. Donc, si on est touché émotionnellement par le sujet, tu vois, eh ben, l'émotion sera là et donc elle va se montrer, qu'on le veuille ou non. Ça, de toute façon, pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'on le veuille ou non, on montre les émotions, on montre des signaux émotionnels. Et j'allais dire encore heureux parce que c'est ce qui permet la survie de l'espèce. Imagine, on pourrait contrôler totalement la manière dont on montre les émotions et qu'en fait on les montre pas, ce serait catastrophique. Hein, c'est pour ça que quand on a un stress émotionnel, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on envoie des signaux. Toi, moi, n'importe qui. Et même la personne la plus entraînée du monde, tu vois, par exemple, imagine même le président de la République qui fait son speech à la télé, qui est hyper entraîné. Si moi, à un moment donné, je lui pose une question qu'il n'a pas prévue et qu'il le met en stress, boum, tu vas voir des choses. Donc, quoi qu'il arrive, on montre des choses avec notre visage, on montre des choses avec notre corps. On n'a pas besoin de parler pour ça. Je fais juste un petit retour quand on est enfant. On commence à parler à partir de quel âge? On fait des areux, mais avant de parler, en fait, eh ben, la seule chose qu'on a, c'est notre mimique. C'est ça. Bon, on a notre cri, on a le cri du bébé pour appeler à l'aide ou enfin, le cri d'ailleurs, il sert à plein de choses quand on est bébé. Mais n'empêche que le bébé communique avec son langage non verbal. Et nous sommes des êtres de résonance. C'est pour ça que on réagit aux émotions des autres. Les émotions sont contagieuses. C'est une vraie contagion. Christophe Wagg en parle dans son livre sur la contagion émotionnelle. Les émotions sont contagieuses. Donc, on n'est pas obligé de parler pour montrer des choses. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'ouvrir ses sens et d'observer. D'observer ce qui est en train de se passer chez mon interlocuteur. Est-ce que suivant le contexte, tu vois, Johanna, est-ce que suivant le sujet, tu vois, la thématique ou le conte que tu vas raconter, est-ce que les participantes, parce que là on parle de cercle de femmes, vont être plus en retrait? Est-ce qu'elles vont se mettre en avant pour écouter? Est-ce qu'elles vont, tu vois, ouvrir plus grand leurs yeux? Elles peuvent montrer de l'intérêt. Est-ce qu'elles vont te fixer? Est-ce qu'elles vont faire des mimiques quand tu racontes les contes? J'imagine que tu racontes pas toujours des contes qui font plaisir, entre guillemets, surtout si un retour, tu vois en face. Tu peux voir des signaux mimiques, ça me plaît pas, froncer les sourcils ou alors, comme ça, froncer le nez, le dégoût ou presser comme ça. Je suis sûre que maintenant qu'on en parle, tu as probablement des situations ou des images de dire « Ah oui, bah tiens, c'est bizarre, quand j'avais raconté ça, bah, y a cette femme-là qui a fait ça, par exemple. » Ouais. Et ben, dans des cercles de femmes, forcément, tu auras toujours des émotions qui seront là, toujours. Et elles vont le montrer avec leur langage corporel. Tu peux avoir donc des émotions d'objection. Je rebondis juste sur une émotion qui, à mon avis, risque d'être très fréquente dans votre cercle des femmes, c'est la tristesse. Oui. Hein? La tristesse, même si les personnes ne parlent pas, parce que c'est difficile de montrer qu'on est triste devant tout le monde, en tout cas surtout peut-être au début quand on ne connaît pas les personnes. Oui, tu vois, la mimique de la tristesse, c'est ça, regarde. L'intérieur des sourcils, elle est très difficile à faire. C'est juste l'intérieur des sourcils, boum, qui remonte comme ça. Regarde. Ah oui, tu as l'air triste, oui. Hein? En plus, tu peux avoir là le... Là, on est sur la mimique du chien, tu sais, qui veut absolument son nonos, qui d'ailleurs maîtrise cette mimique à la perfection, parce qu'il s'est adapté à l'homme. Il sait exactement, le chien, que s'il fait ça, l'homme va lui donner quelque chose à manger. Je peux te dire, c'est une vraie mimique de chien. Et donc, pour te dire que cette mimique-là, quand on est par exemple facilitatrice ou modératrice de cercle de femmes, c'est une mimique à mon sens qu'il faut connaître par cœur, parce que si tu as des femmes qui ne parlent pas, elles vont te montrer qu'elles sont tristes. Et là, tu peux aller toi en résonance avec ça sans même parler. La seule chose que tu as à faire, c'est reproduire la mimique que tu vois. Et là, tu montres à ton interlocuteur
en coaching, hein, je le fais souvent, puisqu'en coaching, je suis très confrontée à cette émotion-là, je la connais par cœur. Et ben, quand j'ai une coachée ou un coaché qui me montre cette mimique, Oui. je me mets en résonance avec. Et tu sais ce qui se passe en communication non verbale? Il est en train de se passer un espèce de pont entre toi et moi, et je suis en train de te dire, je te vois. Je vois comment tu te sens. Et là, tu as un vrai lien, en fait, qui se crée. Et tu crées la confiance. Si en plus, tu peux dire à cette femme, je comprends comment tu te sens, ou alors j'ai l'impression que tu es triste, ou j'ai l'impression que tu es déçu. De verbaliser, oui. Alors là, tu as ce qu'on appelle, petit mot scientifique, mais c'est hyper intéressant, tu as ce qu'on appelle le fameux affect labeling. C'est qu'en fait, si tu es capable de nommer exactement l'émotion dans la bonne famille et dans l'intensité que tu vois, tu fais baisser le stress dans le système limbique de ton interlocuteur. Donc en fait, il se passe pour ton interlocuteur un vrai processus chimique. Il y a un déclenchement d'ocytocine dans son cerveau. Et vous savez que l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, tu vois, c'est l'hormone d'attachement, du lien, etc., de l'amour. Et donc en fait, tu as un lien qui est en train de se créer entre toi et l'autre. Donc en fait, tu fais littéralement baisser son stress, tu fais baisser son système limbique qui tourne à 3000 tours, et tu crées un pont de communication et tu dis non seulement je te vois, mais en plus, je te comprends. Et ça, c'est magique. Et tu peux voir dans ces moments-là, dans le langage non verbal de l'interlocuteur, ça. C'est comme si c'était enfin, il y a quelqu'un qui me comprend. Eh oui. Ça, c'est des moments en fait qui sont tellement magiques dans la relation avec l'autre, de se sentir compris pour l'avoir déjà vécu aussi, de se sentir compris. Parce que en général, on se sent plutôt jugé, on nous donne des conseils, etc. Mais se sentir compris. Juste compris, quoi. C'est énorme. Ouais, sans les conseils avec, sans la batterie d'informations et tout, et ça permet de poser. Et ben oui, ça répare l'enfant intérieur, hein. Enfin, moi, je fais le lien avec ça, hein. Parce que quand tu le fais, en fait, et que tu me le dis, je m'ouvre, en fait, à notre conversation, toutes les deux, qui est vraiment de cœur à cœur. Et je me dis, oui, mais quand tu me fais ça, en fait, je me rappelle des moments tristes, même sans penser que je me les rappelle, ils viennent. Et je ne sais même pas ce qui vient. Et là, rien que de le mimer, en fait, là, toutes les deux, tout de suite, c'est très puissant, en fait, comme procédé. Waouh! C'est très fort, en fait. Et c'est pas de la manipulation, rien du tout. En fait, on est vraiment dans l'ouverture. Tu vois, si tu veux donner là, on est alors, il y a ce que je vois, il y a ce que moi je peux envoyer. Dans le cercle des femmes, il y a aussi beaucoup de compassion, j'imagine. Tu vois, la compassion aussi. Comment je reconnais la compassion? Tu vas avoir toujours ce signal mimique ici en haut. Et en plus, tu as la personne qui va sourire, tu vois, comme ça. Tu vois, je vois que tu es triste et en même temps, j'ai la motivation, l'envie de t'aider. Et ça, en tant que facilitatrice, c'est génial parce que tu vois, si tu observes en fait ce qui est en train de se passer en langage non verbal dans le groupe, tu sais, tu vois quand le groupe se scinde, tu vois quand le groupe se lie. On parlait aussi dans nos échanges, tu sais, d'auto-guérison. Tu vois quand le groupe commence à aller dans l'entraide, où une partie de personne va dans l'entraide pour l'autre. Tu vois tellement de choses. Et je trouve ça magique quand on arrive en fait à comprendre ce langage, parce que il y a une vraie règle d'or, c'est que quand les émotions entrent en jeu, tu n'es plus sur la communication verbale, c'est fini. La majorité de tes signaux, et on est à plus de 95%, plus de 95% de ta communication passe sur le canal non verbal. Tu vois? Donc ça veut dire que si on connaît pas cette langue, c'est une vraie langue, hein, c'est comme si c'était du russe ou du chinois, mais si on connaît pas cette langue, eh ben tu commences la communication, par exemple en français,
Et à un moment donné, il y a un switch qui se fait, tout le monde part en chinois, En chinois. et toi, tu es sur le canal français, tu dis, je comprends pas. Je comprends pas, tu vois. En fait, il faut se caler. C'est ça. Faut se Et caler. tu vois, c'est une des questions des facilitatrices, des animatrices, c'est comment guider au mieux le groupe. Et en fait, ce que tu es en train de dérouler, ça va au-delà des connaissances dont on parlait ce matin. Il y a les connaissances et là, il va y avoir vraiment l'ouverture à l'autre et l'ouverture au cœur de l'autre et d'ouvrir aussi mon cœur. Parce que tu vois, moi, quand j'accompagne, en fait, dans les cercles, ça m'arrive d'être émue. Mmh. Il y a des situations traumatiques que les femmes ont vécues, qu'on ne peut pas ne pas être ému. Eh bien, je laisse exprimer mes émotions. Et Oui. si je trouve que c'est injuste ou que je suis en colère, enfin, tu sais, je suis le témoin blanc, en fait, dont parle Alice Miller. Elle parle de pédagogie blanche et de pédagogie noire. Elle parle beaucoup de blanc et de noir, en fait. Et elle dit que les accompagnants ont le droit d'être émus quand on entend quelque chose, parce qu'il y a un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit triste de l'histoire de l'autre, en fait, montrer, en fait. Mmh. Et parfois, ça surprend tout le groupe que l'animatrice, elle soit accompagnatrice, mais en même temps qu'elle soit touchée, qu'elle ait des larmes ou qu'elle dit mais ça c'est pas juste ce que tu as vécu, moi ça me met en colère. Enfin, tu vois. Et moi, je me sens OK avec ça dans mon animation parce que j'ai pas l'impression de plus être la gardienne, mais je communique en fait autrement. Et c'est ça aussi que je veux transmettre, tu vois, dans ma formation. Et c'est pour ça qu'on est là toutes les deux ce soir parce que ça donne de la légitimité aussi à ce que tu es en train de nous confier. Mmh, mmh. Bah, je pense de toute façon, on est des êtres émotionnels on est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour vivre seul, donc forcément, C'est ça. on va en résonance les uns avec les autres. Je pense aussi que c'est important d'aller en résonance avec les émotions. S'il y a quelque chose qui nous dérange ou si on a envie de participer, de dire je comprends ou c'est pas juste, on peut le faire. On parle on parle à la première personne, on parle le jeu. Et puis, c'est très bien comme ça. Mais ça permet aussi à certaines personnes de se sentir comprises et d'aller dans des réflexions, de se dire, il n'y a pas que moi, en fait. Hein, C'est ça. il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Je suis normale au final. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Donc en fait là tu nous as parlé du 95% en fait de ce qui fait de la communication. Donc comme le cercle est une reproduction microscopique du plan social, en fait, donc on est dans 95% de communication non verbale dans un cercle et dans une animation. Et donc est-ce qu'il y a un moment où tu sens que le groupe bascule dans la guérison? Est-ce qu'il y a des signes particuliers où le groupe va commencer à être en coopération et non plus en compétition, mais voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer en fait. Est-ce que ça, tu peux nous donner des clés Je sais bien hein, que ça peut être, c'est des clés, c'est pas des recettes que je te demande, hein, parce que c'est des petites clés qui puissent nous aider en fait, nous les animatrices. Oui, t'as des signaux, hein. Tu vas observer des signaux qui vont baisser en intensité et tu vas observer des signaux qui vont monter en intensité. Ce qui est important de dire, c'est que quand on parle de 95% de vie non verbal, c'est que quand il y a des émotions qui entrent en jeu. Que quand il y a une implication émotionnelle. C'est absolument pas à ce chiffre-là à caler sur la communication en général. Ça peut être c'est un mythe. Hein, d'ailleurs, c'est un mythe qui circule sur les réseaux, sur Internet. C'est que quand un message est émotionnel, c'est là que la communication switch sur le non-verbal. Alors, ok, donc ça c'est clair. Ouais, parce que c'est un mythe qui a du mal à être démystifié, j'allais dire. Alors, tu as plusieurs choses. Quand un groupe, j'imagine, hein, quand un groupe rentre dans l'auto-guérison, tu peux avoir des signaux de distance qui vont réduire. Des signaux de distance qui vont perdre en intensité. Bon, alors explique-nous ça. Voilà, les signaux de distance, si on parle du visage et après
Bien sûr, il y a le corps qui va parler avec, mais comme on parle d'émotion, on est obligé de passer sur le canal du visage. Obligé. C'est le canal numéro 1 et la voix, c'est le numéro 2 quand on parle des émotions. D'accord? C'est les deux canaux principaux qui transmettent des informations sur les émotions. Tout le reste n'est pas fiable, autant fiable que ces deux-là. Donc, première chose, tu peux avoir au niveau du visage des signaux d'éloignement comme pressé. Ça peut être signal du mépris. Je suis pas d'accord. Ce que tu dis, c'est pas, ou alors laisse-moi tranquille. Je suis pas ton point de vue, etc. D'accord? Ça peut être soit là, ou alors, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais des signaux comme ça, où tu as la personne qui te regarde comme ça, ou alors relever un sourcil, ou rouler les yeux. Les adolescents font ça d'une manière parfaite. Donc, tu as des signaux d'éloignement, mépris, le dégoût aussi, soit ça, soit ça, ou alors la colère, les sourcils qui froncent. Ça peut être ça, sourcils qui froncent ou alors la mimique complète. Ça, c'est des signaux qui vont être d'éloignement dans le sens où ça peut être la thématique me plaît pas ou tiens, je suis pas raccord avec une personne du groupe, etc. Donc ces signaux-là, faut observer aussi quand les personnes parlent, quand une personne du groupe parle, comment réagissent les autres. Si à chaque fois que la même personne parle, les personnes qui écoutent réagissent comme ça, ok, là il y a un problème, d'accord? Donc ce genre de signaux-là, quand le groupe commence à s'auto-guérir, baisse. Pas tous les citer, pour pas tous les citer. Mais en tout cas, c'est déjà 3 signaux auxquels il faut faire attention. Et quels signaux peuvent monter, soit intervenir, soit monter en intensité? Déjà, tu as le sourire. Le sourire, c'est le signal en fait qui va montrer que les personnes commencent à entrer en interaction, j'allais dire positive entre guillemets, entre elles. Tu peux avoir aussi la mimique de la compassion, ce que j'ai montré tout à l'heure. Parce que quand tu vois la mimique de la compassion, donc c'est tristesse en haut, sourire en bas, ça veut dire littéralement, ok, je comprends comment tu te sens, je comprends ce que tu as vécu et j'ai envie de t'aider. D'accord? Et tu risques d'avoir les femmes qui se rapprochent. Je ne sais pas si ça existe, mais qui se rapprochent en termes de place dans l'espace, qui rapprochent leur chaise. Ou alors tu vas avoir... Qui se touchent aussi, s'il y en a une qui se touchent, qui vont se toucher sur l'épaule, qui se font des sourires qui durent plus longtemps que d'habitude. Tu vas remarquer le sourire avec les yeux. Il n'y a pas que le sourire avec la bouche, il y a le sourire avec les yeux aussi, où tu transposes en fait le sourire. Donc ça va être tout des mimiques ou des micro-gestes que tu vas remarquer qu'il n'y avait pas avant. Et là, tu commences à comprendre, ok, le groupe n'est plus dans la dynamique d'éloignement où chacun pour soi, où je protège mon espace, mais plutôt dans la dynamique de guérison du groupe, pour utiliser tes mots. Donc ça va être des vrais gestes, ça peut être des têtes penchées vers le côté et sourire. Tu vois, tout ça, ça va être des petites micro indications. Ok, il est en train de se passer quelque chose. Un rapprochement en tout cas. Est-ce qu'on peut faire des gestes malgré nous? Penser bonheur et montrer tristesse. Oui, tu peux. Quand c'est dissonant, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. D'accord. Tu as des gens qui pensent bonheur, c'est purement cognitif, et qui là-dedans, en fait, c'est l'inverse. Tu vois? Et elles te disent, moi, tout va bien. Et en ting, moi, tout va bien, je suis heureuse. Ting. Ok, dissonance. Ouais. Tu peux voir des dissonances. Et ça, le groupe le sent, tu vois. Moi, j'ai remarqué que le groupe le sent quand il y a une qui est dissonante. En fait, le groupe comprend pas ce qui se passe. Et là, moi, j'invite à
dire, à sentir ce qui se passe dans le corps, plus bas, au milieu, plus haut, en fait, de faire un travail, d'essayer d'aligner et de dire, voilà, de travailler aussi avec ça, en fait, entre les cercles, hein, de travailler avec cette sensation. Je dis oui alors que je pense non. Comme dit Jacques Salomé, quand tu dis tu tues, quoi. Et quand je te dis non, je me dis oui. Donc, mais le non, tu vois, je te dis non et je me dis oui, c'est pas si simple que ça à Ah faire. C'est hyper compliqué parce que l'idée, c'est de dire non à l'autre, donc de non. Mais en même temps, et ça arrive dans les cercles de parole. Est-ce que la prochaine fois, je pourrais arriver avec une demi-heure de retard, par exemple? Ben non, c'est pas possible. On sera déjà en cours, quoi, en cours, pas école, mais en cours de non. quelque chose. Il y Mhm. aura quelque chose qui sera en route, donc c'est pas possible. Donc non. Bah, Et on n'est pas éduqué pour dire non, en fait. c'est vrai. Si on regarde la manière dont on est éduqué, que je ne cautionne pas d'ailleurs, c'est qu'on n'est absolument pas éduqué pour dire non. Dès la jeune enfance, quand l'enfant commence à dire non, ça dérange l'adulte. Et bon, on pourrait rester 3 heures dessus sur le sujet, mais c'est vrai qu'on on est éduqué pour faire plaisir à l'autre. C'est Ouais, compliqué après. c'est ça. Et tu vois, moi, dans les cercles, j'amène aussi les animatrices à demander aux participantes si le geste est OK, si la main posée sur l'épaule est OK, si le sourire est OK, parce que parfois, il y a des personnes dans les groupes qui sourient tout le temps, et c'est ce qu'on parlait de dissonance tout à l'heure, on leur raconte un truc terrible, elles sourient. Ah oui. Et il y en a qui pleurent tout le temps, on leur raconte quelque chose de gai, elles pleurent tout le temps. Mm. Donc en fait, ça, tu vois, le groupe, dans ces cas-là, et c'est au début souvent que ça se passe, il est dissonant, c'est-à-dire que on n'est pas calé dans les émotions ensemble, tu vois, donc on ne peut pas se guérir puisqu'on n'est pas Oui. calé. Mais du Ouais. coup, on se guérit parce qu'on voit les choses. Donc, Mm. ça pète à la figure, quoi, pour, excuse-moi l'expression, mais là, on se dit, ah oui, il y a un truc. Mm. Mm. Ouais, ouais. Hein. Mais il y a des gens qui sourient pour se réguler. Le sourire régule. Le sourire a un effet régulant pour soi, régulateur pour soi, pardon. Donc tu as des gens et il y a beaucoup de personnes qui font que sourire, tu vois, quelle que soit la situation, elles sourient, mais parce que c'est un sourire de stress, enfin un sourire de régulation. Et c'est un sourire qui n'est pas contrôlé. Tu sais, ça va sourire tout le temps simplement pour s'auto-contrôler. Donc en général, quand je vois ce type de personnes-là, ça fait tilt chez moi. Ah ok, d'accord. Donc, rester en bienveillance avec. Et puis après, c'est vrai qu'il ne faut pas toujours répondre avec le sourire. Suivant les situations, je vais répondre avec la mimique de tristesse. Suivant certaines situations, je vais répondre avec le sourire pour réguler l'interlocuteur. Ça dépend. Et je peux me mettre aussi en colère, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je peux me mettre en colère pour aller en résonance avec mon interlocuteur. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, la meilleure réaction possible sur le moment. Je peux montrer de la tristesse si j'ai mon interlocuteur qui est en colère contre moi. Je vais pas forcément montrer de la colère, sinon ça part en fight tout de suite. La question, c'est qu'est-ce que je veux atteindre en fait derrière? Où est-ce que je veux aller avec ma réaction? Donc oui, c'est comme tu disais au début, quand un cercle de femmes se crée et se découvre, eh ben, tu es dans un feu d'artifice émotionnel. C'est ça. En tout cas, ce que tu nous as donné aujourd'hui va aider, j'espère, les animatrices. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on conclue toutes les deux? Eh bien, la seule chose que je dirais, c'est déjà d'ouvrir ses sens, en fait. Rentrer dans un cercle de femmes, en tout cas, on parle d'animatrice, en tant qu'animatrice, avec les sens éveillés, ça veut dire être vraiment là. Pas juste le corps, mais là en totalité, ouvrir ses yeux, regarder les personnes, ouvrir ses oreilles aussi, et avoir une perception globale. Voilà. Et pas forcément fixer juste sur une chose ou une autre, mais bien prendre possession en fait de la pièce, des personnes, des mouvements, des énergies, parce que tout est énergie, même les émotions d'ailleurs.
Et à ce moment-là, quand on a cette perception qui commence à se faire, eh ben, on va voir des choses impressionnantes. Et une chose qui est, où là, je le dis exprès parce qu'à partir du moment où tu l'entends, tu vas faire attention au mouvement de la tête. Parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, les gens qui disent oui, si tu as quelqu'un qui dit oui et que la personne pense non, elle va te faire ça. Elle va te faire des mouvements de la tête. Oui. Voilà. Mais éveiller les sens. Ou non. Ouais, c'est bon ça aussi. Donc on peut s'entraîner sur YouTube. Hein. Tu prends des vidéos, tu enlèves le son et tu observes. D'accord. Ça, c'est une bonne façon de s'entraîner alors quand je veux animer un cercle de parole. Oui. Ah, c'est génial. Sachant qu'après, ça s'apprend hein, de décoder les émotions. On peut pas. Déjà, s'entraîner, tu vois, avec juste regarder une vidéo, c'est bien parce que tu entraînes ta perception. Bien tu sûr. dis ah là, il y a un truc qui bouge, etc. Mais après, c'est une vraie science pour soi. Ça s'apprend. On a des taux de reconnaissance des émotions parce qu'on suit à l'académie, on suit à l'académie justement ça. Le taux de reconnaissance des émotions est à peine de plus de 50%. Dans la population actuelle. Donc, ça veut dire qu'une émotion sur deux est soit pas reconnue, soit mal interprétée. Donc, c'est quand même un taux qui est, à mon sens, catastrophique. Il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail. Et justement, tu proposes quoi, toi, dans ton travail et dans ta mission de femme aujourd'hui qui transmet? C'est quoi ton actualité alors? Alors, nous, ce qu'on fait en tout cas à l'académie que je dirige, c'est qu'on forme justement à ça. On forme les personnes à lire littéralement et à comprendre les émotions, pas que lire, tu vois. Lire les émotions, les comprendre et aller en interaction avec, tu vois. Les émotions des autres, c'est une vraie science, c'est un vrai langage. Le langage non verbal, c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande aussi du temps. Donc nous, on donne des formations pour ça. Hein. C'est des formations qui durent 2 mois, bien 2 mois. Donc on apprend on travaille aussi sur des logiciels de reconnaissance des émotions, tu vois, où les personnes, en fait, tous les jours vont faire des exercices pour reconnaître les mimiques. Et en fait, je peux te dire qu'au bout de déjà 2 semaines d'entraînement, tu vois des choses que tu voyais pas avant. Donc c'est un vrai travail. Nous, on forme à ça. Okay. Et puis une fois qu'on a ça, on a un super bagage. Ben oui, ça peut concerner tous les accompagnants de l'humain sur cette terre, en fait. Complètement. À mon sens, ouais, il y a du travail. À mon sens, c'est tout le monde devrait savoir. D'ailleurs, tout le monde vient au monde avec cette capacité. Hein. On la perd simplement. On l'a tous. On l'a absolument tous, sauf qu'on la perd, tu vois. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça se réapprend. Ça se réapprend, comme tout ce qu'on est né et qu'on a perdu. Notamment l'oreille parfaite et tout ce qui s'ensuit. Capacité à parler toutes les langues et tout et tout. Ben, merci Corinne pour ta générosité, ta transmission. C'était hyper clair. J'ai appris plein de choses. Je suis passée par plein d'émotions. Je me suis laissée aller avec toi et c'était très, très, très tranquille et très intéressant et pertinent en plus. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là.